c'est bon. C'est tout bon? Ouais, il nous dit Antoine. Voilà, Antoine qui a renouvelé son abonnement Prime. On n'hésite pas. Regardez les belles émotes qu'on a. Nickel. Magnifique. La chemise de Vlad. Eh oui. Oui, le bûcheron, c'est moi. Rod, il nous dit Vlad veut avoir le monopole. Mais c'est vrai que Oui, toi, t'es un tout peu à fait. adepte du putsch, hein, donc. La dictature. Attends, bien sûr. Les grandeurs communistes. Ouais, Oui, exactement. bon, ça, Mathéo, voilà, Mathéo, regarde, il nous a montré. Il nous a fait une farandole d'émotes. Magnifique. Voilà. D'ailleurs, il y a de nouveaux émotes, hein, donc n'hésitez pas à les utiliser. Les émotes qui ressemblent très fortement à Thomas de la Chasuble, au passage. Je dis ça, Ouais. je dis rien. C'est magnifique. Bon, on a un gros programme. Est-ce qu'on va encore se mettre des gens à dos? Oui, Est-ce qu'on sera tout bloqué à de fait. Twitter? Oui. Oui, tout à fait. Aïe, Coucou aïe, aïe, Oxfr. aïe, aïe. On vit pour l'entertainment, nous. Hein. Ah oui, nous on est là de toute façon, on est là pour foutre le bordel. Hein. Nous, il y a. Voilà, on n'a pas de temps à perdre, pour le coup. Exactement. Et si on enchaînait directement sur la première question du soir, Oh oui. vu qu'on est en plein dedans justement, au vu notamment, alors parce que c'est vrai que la performance d'un certain Donovan Mitchell des Cleveland Cavaliers a fait parler, aussi bien dans le positif au vu de la performance exceptionnelle qu'il a pu produire face à Chicago, mais aussi quelques réactions que je pourrais qualifier, allez, comment? Allez, je vais pas dire d'aigri ou de frustré, mais des Le ouais vieux con. des bon, ouais, allez, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas de réactions, oui, qui sont peut-être un petit peu disproportionnées ou en tout cas assez bon, qui remettent pas, enfin qui ne saluent pas, on va dire, la performance. On va dire ça Ouais, comme c'est ça. ça. Hein. Donc du coup, Giru qui nous dit ouais, salut, juste comme ça. Laurent, Divac, Papa Divac, salut les beaufs. Et bonne année à vous, hein, les gars. Hein, ceux qu'on n'a bonne pas vu année. mardi. Surtout beaucoup d'argent, un peu de santé, mais surtout beaucoup Beaucoup d'argent. Faites d'argent. des dons au passage, Beaucoup faites des dons. d'argent, on n'oublie pas pour faire des dons et pour s'abonner, bien sûr. Beaucoup d'argent pour avoir la santé après. Voilà. Voilà, exactement. Mais Donc, oui, du coup, Donovan Mitchell, on a 71 points, 11 assists hein, même, hein, Rod, je crois. Hein, 99 points générés. Et directement, on a eu un peu des c'était mieux avant. Ou... Alors déjà, bon, il y a eu la comparaison avec Kobe. qui Forcément. est légitime, tout à fait légitime. Voilà. Les 81 points, 2 assists et 6 rebonds, je crois, à 28 sur 44, il me semble, ou un truc comme ça. Ou Donovan Mitchell, presque triple-double, meilleur pourcentage, mais un plus-minus moins important. Bon, voilà, il y a eu des comparaisons, mais au lieu de comparer, ça a été plus en mode oh là là, bah oui, Kobe, c'était plus dur parce qu'il n'y avait pas de prolongation. Et puis, il y avait moins de points marqués. Enfin bon, il y a eu plein de trucs comme ça. Oui, plein Et de après, là, est justificatifs. venu, comment on peut dire ça? Les cavaliers des années 90, 80-90 qui disaient c'était mieux avant, ça défendait plus avant. Voilà, bon, Laurent, ça défend plus. Ouais. Bon, euh, qu'est-ce Ouais. qu'on en pense de tout ça, justement? Ah, il y a quand même pas mal de choses à remettre en contexte. Alors, moi, je trouve quand même assez osé de dire que ça ne défend plus. Enfin, moi, je ne trouve pas que ça défend plus. C'est surtout que le jeu a évolué peut-être entre-temps. C'est surtout ça Mhm. la différence notable. Parce que si on dit que ça défend plus, dans ce cas, comment la ligue peut être aussi athlétique? Enfin, moi je comprends pas. Si la ligue est aussi athlétique, je comprends pas qu'on dise que ça ne défende pas. C'est Mhm. surtout que la chose à prendre en compte, on va faire un peu d'historique aussi au passage, c'est qu'il y a des phénomènes tels que des Steph Curry, Klay Thompson et compagnie qui ont amené un range, en tout cas des distances de tir notamment, qui sont illimitées. Donc forcément, logiquement,
tu vas être amené à défendre beaucoup plus large sur le terrain, à défendre beaucoup plus haut, et donc forcément, ça va laisser beaucoup plus de chances d'avoir des portes, on va dire, ouvertes à la pénétration, voilà, à kick out, à faire, voilà, à exploiter justement la faille qui est de défendre beaucoup plus haut, avec les risques que ça peut apporter derrière. Donc forcément, ça va élargir le terrain, donc beaucoup plus de facilité en effet à kick out si tu vas en pénétration, ou même d'aller directement au panier, vu que du coup, vu que la défense est beaucoup plus large au vu de l'aptitude de tous les joueurs qu'il peut y avoir, pivot compris et notamment à s'écarter, pour justement exploiter tout ça. Donc moi je après en effet comme le dit Papa Divac aussi sur le chat, il y a aussi maintenant de l'arbitrage en parallèle qui favorise beaucoup plus l'attaque, donc qui forcément va amener beaucoup plus de points aussi à côté. Donc moi je trouve que c'est tout simplement en fait de la mauvaise foi que de dire que ça ne défend plus. C'est juste que ça défend différemment parce que le jeu a tout simplement évolué. Et la performance de Donovan Mitchell, que ce soit en prolongation ou pas, ça reste quand même 71 points. Donc qu'on arrête de lui cracher dessus, pour moi la performance est juste plus qu'honorable. Et voilà, ça prouve aussi à quel point il s'est investi dans le projet Cavs et qu'il est représentatif justement de ce projet Cavs et des bons résultats qu'ils ont depuis le début de saison. Donc moi, je vois pas pourquoi on lui tombe dessus. Et en effet, moi, je trouve que c'est une réaction purement d'aigri. C'est ça. Toi, Lucas, du coup, là-dessus? Mais même au-delà de la performance de Mitchell, il y a eu les différentes performances cette saison, comme Luka qui fait 60, 21, 10. Bien sûr. Il y a Embiid qui a fait 59, 17 avec 7 contre aussi. Enfin, c'était aussi monstrueux. Au-delà de ça, c'est l'attaque qui prend le pas sur la défense. Et surtout, il y a un changement aussi de mentalité à travers Xbox. C'est que dans les années 90, 2000, où là, vraiment, le but, c'était Popovic qui disait, il faut encaisser moins de paniers que l'adversaire. Maintenant, c'est à peu près l'inverse, il faut en marquer plus. Ça rejoint également aussi les arbitres qui, les directives pardon, de la ligue, mais simplement qui aussi sont là pour protéger les athlètes et les joueurs et ne pas avoir des gros coups de coude ou des incidents comme Malice at the Palace et tout ça. Donc évidemment, on protège les joueurs et donc évidemment, ça donne un avantage à l'attaque. C'est pour ça qu'aussi on peut, certains, qu'on a pu voir passer sur Twitter, qualifient ça de call douteux par rapport à quand un joueur va chercher la faute. Oui, mais on est aussi dans cette optique-là en ce moment de protéger ces joueurs. Et les arbitres favorisent également l'attaque et le spectacle plutôt que le jeu rugueux des années 90 par rapport à ça. Et je ne pense pas que ça défend moins bien. Je pense surtout que c'est l'attaque qui a beaucoup step up à travers les années, que ce soit par les méthodes d'attaque, les différents entraînements, différents systèmes qui ont été mis en place qui sont beaucoup plus détaillés. Ça, la défense a un peu de mal à se caler dessus, mais c'est normal. Il y a aussi une explosion des talents. Là, on peut prendre un exemple tout bête, la course au MVP cette année. Il y a 8 joueurs qui peuvent être MVP, tellement le potentiel offensif de ces joueurs. Donc ça ne défend pas moins bien, je pense surtout l'attaque Ouais, qui puis a pris le pas. il y a eu aussi une augmentation de la pace. Il y a eu, comme tu as dit, comme vous avez dit, voilà, l'augmentation du tir à 3 points et un peu plus de versatilité, je trouve, ou d'équilibrage entre le jeu à 2 points et le jeu à 3 points. Après, là, du coup, j'ai parcouru un peu les messages dans le chat pendant que vous parliez. L'évolution du tir à 3 points a forcément changé les choses, mais aujourd'hui, tu peux plus bumper sans prendre la faute, nous dit Laurent C'est vrai. justement sur le chat. C'est vrai, et de toute façon, les joueurs, chaque époque, de toute façon, a eu ses règles, ses méthodes d'arbitrage, son jeu. Après, comme je crois que c'était, alors je pense que c'était en privé, mais on se l'est dit. Est-ce que mettre des coups de coude et mettre des grandes baffes sur la gueule, c'est bien défendre, comme on a vu dans les années 80-90? Bah, peut-être pas non plus. Tu vois. Il y a eu la différence entre jeu rugueux et laisser jouer, on va dire, comme des fois dans d'autres sports, on peut dire voilà, et ça joue. Allez, on laisse jouer et on va pas hacher les jeux. Il y a une différence à faire. Il y a French Prospect, il nous dit que d'ailleurs, première fois sur le chat, on te salue. En saison régulière, ça défend pas. Mais après, c'est pour ça aussi qu'on a fait le débat. C'est que est-ce que
ça défend moins bien, ça défend ou ça défend pas, ou alors est-ce que ça attaque mieux? C'est aussi là où on voit peut-être le verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait. Mm. Mais oui, parce que de toute façon, oui, et on le voit, et je pense que l'évolution est plus que flagrante sur les 10 dernières années, c'est en effet la versatilité et la polyvalence des joueurs. Et d'ailleurs, bon, je fais un peu de pub vite fait, mais on avait fait un très bon épisode dessus sur Team Duncast lors de la saison 3, si je me rappelle bien, justement sur l'évolution du jeu et notamment au poste de pivot. Où maintenant le pivot, enfin, si tu veux évoluer et être dans la longévité, surtout au poste de pivot, maintenant tu es obligé d'être polyvalent à tout va. Coucou Rudy Gobert. Mais, mais t'es obligé. Quand tu vois maintenant les Joel Embiid, les Nikola Jokic, les Karl Anthony Towns, tous ces mecs-là, de nouvelle génération justement, ils sont justement dans cette vague à être ultra polyvalents et de stretcher à mort parce qu'ils sont capables aussi d'artiller de loin et de te mettre cher à n'importe quel soir. Et c'est normal. Donc forcément derrière, les défenses, elles vont s'étirer. Il y aura beaucoup plus de possibilités derrière à les exploiter, justement, ces défenses étirées. Ce qui va expliquer aussi une augmentation du scoring, avec en parallèle en plus une exploitation de l'athlétisme aussi qui depuis 10 ans explose, mais considérablement, avec du jeu beaucoup plus rapide. Est-ce que à côté, ça veut forcément dire que ça défend moins? Non, je suis pas d'accord. La Bah, défense, c'est c'est ça une parce autre qu'en défense. fait, tu vois, c'est là aussi où on touche un peu aux limites du c'était mieux avant et tout ça, et qu'en fait maintenant, ça défend un peu moins bien parce que bon, déjà, il y a toutes les stats là qui sont sorties sur des comptes, sur des émissions, sur machin, machin. Ah, lors de telle saison, il y avait 90 points par match. Là, on en est à 108 et tout ça. Blablabla. Moi-même, avec le compte TBA, j'avais répondu, je crois, à NBA Extra en disant, mais peut-être que dans certaines saisons un peu moins fortes au scoring, ça attaquait peut-être moins bien. En fait, et tu vois, c'était mieux avant, ça défendait mieux avant. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut juger la saison à 50 points de moyenne de Will Chamberlain, du coup? Parce que, Ça, en c'était fait, une space. Enfin, c'est pas une pace, pardon, c'était pas comme les années 90. La pace des années 50-60, c'est l'une des plus élevées de l'histoire. non, mais Oui. d'accord, mais du coup, enfin, on prend toujours, tu sais, les records et ces chiffres-là, en fait, comme des chiffres d'OVNI, c'est incroyable, rendez-vous compte et tout ça. Mais du coup, euh, si on réfléchit avec la réflexion qu'on a sur voilà, là, les dernières semaines ou même cette saison-là, parce qu'il y a eu une explosion vraiment cette saison, est-ce qu'on peut pas dire aussi que cette époque-là, putain, ça défendait zère, en fait? T'as un joueur qui a mis 50 points de moyenne. Mais du coup, par contre, quand on parle de cette époque-là, on va jamais entendre le fait de oh bah ouais, ça défendait, c'était des plots ou alors machin. Non, on va dire quoi? On va dire ah, il était en avance sur son temps. C'était un monstre athlétique. C'était un mec incroyable. C'était un génie. C'était machin. Mais du coup, pourquoi ça voudrait pas dire la même chose quand Yanis, il tape un 55 points, 17 rebonds, 9 passes? En fait, c'est un putain de monstre aussi à l'heure actuelle. En fait, Parce faut trouver la balance en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que, pareil, à l'époque, t'avais, on va dire, réellement un talent générationnel. Le cas de Will Chamberlain. Après, tu vas avoir des machines au scoring telles que Jerry West, éventuellement, Bill Russell aussi, qui était plus ou moins un ovni dans son domaine. Mais voilà, ça va se résumer peut-être, allez, à un chiffre vraiment sur les doigts d'une main de talent générationnel. Alors que maintenant, c'est une pléthorie de générations, enfin de talents générationnels. T'as les Giannis, t'as les Luka Doncic, LeBron James même sur la génération d'avant, Kobe Bryant. Didi, Voilà. Curry. En l'espace de 20 ans, de 20-30 ans, il y a eu mais un vivier de talents juste monstrueux. Mais ça va avec l'évolution, en fait. Je pense que c'est même plus que normal. Et malheureusement, de toute façon, ça va aussi de surcroît avec avec aussi la société de maintenant. On va être très honnête, on va dire un peu les termes. C'est que Terme. maintenant, on est sur du consumérisme max. Donc derrière, maintenant, il faut de la performance immédiate. Limite, maintenant, au bout d'un an, si tu as un rookie qui ne performe pas à la hauteur espérée, il est considéré plus ou moins comme un bust. On va prendre le cas avec Kylian Bellingham. Hayes. Kylian Hayes, Il y par en a, exemple, exactement. voilà, les 2 premières saisons ont été très compliquées.
ont été très compliquées, mais maintenant voilà, là il s'en sort très bien. Il a même fait encore une bonne performance hier avec, je crois, 11 ou 12 passes décisives, je sais plus, bon, avec un pourcentage dégueulasse au tir, mais bon, enfin bref, 13, voilà, bon, j'avais même plus le chiffre en tête. Mais c'est que maintenant on est tellement habitué à ce que les joueurs fassent de grosses performances qu'elles deviennent en fait banales. Et en fait, on est tellement rentré dans cette banalité que, bah, qu'en fait, on alors c'est peut-être aussi un bien, enfin un mal pour un bien. Du coup, ça nous demande de mettre un niveau d'exigence encore bien plus supérieur. C'est ça. Après, je Et pense qu'il faut il savoir y a, mettre le y a curseur. Laurent qui ajoute justement, il y a eu de moins en moins de gros spécialistes défense parce que la formation aussi en amont, Oui, elle met plus l'accent et du coup, c'est vrai qu'on, en fait, on décale plus vers, et vous l'avez, je crois que c'est toi Vlad qui l'a dit, sur le modèle du, avant on gagnait en encaissant moins de points que l'adversaire. Et maintenant, on est plus en mode, bah, en fait, si tu marques un point de plus, tu gagnes. bah, Et c'est du coup, depuis qu'on. est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose? Bah, je sais C'est pas, parce différent. que je pense que là, tout le monde, là, sur le chat, ou même nous en vocal, euh, quand on voit un match où on voit des actions de folie, des gros 3, des gros tirs, des bons systèmes offensifs et tout, on prend notre pied aussi devant la télé, tu vois. C'est pas parce qu'on peut plus mettre de coups de coude ou on peut plus mettre des grosses savates là sur des contres et tout ça qu'on se dit bah mince, franchement, oh là là, s'il y a pas de sang, moi ça me fait pas bander, tu vois. Genre, je prends un énorme exemple, mais Mhm. je pense qu'on prend autant notre pied des deux côtés. Donc voilà. Enfin, est-ce que c'est un mal pour un bien de se dire, bah en fait, si l'adversaire peut m'en mettre 115, moi si j'en mets 120, je gagne en fait. Bah, Mais ça, le truc. c'est la pensée, c'est ce qu'ont essayé de faire les Rockets avec Mike Oui, D'Antoni pendant, et même avec les Suns. Même avec tout à fait. Les Suns ont joué dans une période ultra défensive où tu avais des Tim Duncan, les Spurs de Popovich qui étaient une équipe vraiment mais ultra défensive à l'époque. Tu avais les Pistons de Ben Wallace, etc. Mike D'Antoni est arrivé, lui, aux États-Unis. Il a dit voilà, aujourd'hui, on va marquer plus de points. Et cette philosophie de D'Antoni, après, quand il est parti à Houston, il a conservé. Mais le souci aussi, c'est que, certes, quand on disait cet adage qu'on gagne des titres en encaissant moins de points, ben, c'est toujours le cas aussi cette année. Si on prend les Ah ouais? récents champions, si on prend les récents champions, ça se base avant tout sur une défense de fer. Les derniers finalistes, Boston va en finale parce qu'il se base aussi sur une défense incroyable avec Marcus Smart, avec Robert Williams, avec Jason Tatum, etc. Les Warriors, on pense toujours aux Warriors équipe offensive, mais les Warriors, ils ont peut-être l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps avec eux, plus des mecs ultra compétents défensivement à côté. Et ça a été le cas aussi avec la période KD, où il y avait Iguodala qui était dans son presque prime, où c'était défensivement monstrueux. Les Bucks, c'est pas une équipe qu'on peut qualifier de ultra offensive. C'est C'est une ça. équipe Mm, qui est basée sur une défense de fer. Et au final, bien c'est sûr. toujours le cas. Mais et c'est là. Alors, j'ajoute quelque chose, du coup, Laurent, bien sûr, la défense ne se base pas que sur des coups de coude et des bagarres, mais juste quand on parlait tu vois, la commu trop aigrie, on parle aussi beaucoup trop souvent de oh là là, on peut plus jouer physique. Voilà, c'est surtout ça. Après, on était d'accord avec les bumps et tout ça. Il y a beaucoup trop de jeux hachés au sein des matchs et trop de fautes sifflées légères, trop de techniques maintenant aussi cette saison. Il faudrait en parler, ça aussi, des techniques Mm. lâchées pour un regard ou pour un souffle. Enfin bon, bref, ça c'est Ah, un autre débat. On peut même parler de l'arbitrage dans sa globalité. Oui, voilà. Et Mais du l'arbitrage coup, dans sa globalité, c'est à travers tous les âges, hein, presque, qui fait débat. ouais. Bon. Oui, Je bien voulais sûr. apporter justement une petite précision là-dessus. Quand on dit que la défense, ça gagne des titres, oui, il faut une bonne défense. Mais la défense seule ne peut pas gagner des titres. Et on l'a vu pas plus tard qu'avec le Heat, quand ils ont rajouté PJ Tucker à leur effectif, on était en mode oh là là, mais attends, mais le Heat, ça va être un enfer à attaquer dessus, blablabla, blablabla. Blablabla. Et finalement, où est-ce que ça a bloqué? Ça a bloqué parce qu'il n'y avait pas assez de solutions offensives fiables.
Les Bucks aussi l'année dernière, grosse équipe, mais bah, ça a bloqué contre les Celtics parce que, bah ouais, si tu dois compter sur Grayson Allen en troisième option, bah c'est pas dingue en fait. Parce que Donc, tu avais la deuxième option offensive aussi qui était blessée. Donc évidemment, ça joue oui, dans ça. mais tu vois, il y a l'adage, la défense fait gagner des championnats, des titres. Il faut des deux. Tu peux pas tout gagner sur l'attaque parce qu'on a vu avec les Rockets de 2017, 2018 et tout ça là, de Mike D'Antoni, tu vas jamais gagner des championnats là-dessus. Mais c'est pas non plus l'un ou l'autre, tu vois. C'est là aussi où moi c'est plus ma vision comme ça, c'est du 45-55 entre la défense et l'attaque. Il te faut une bonne défense, mais si t'as pas de bonne attaque ou de génie voilà, ou de sûreté, on va dire, en termes offensifs, tu vas jamais non plus gagner. Et regarde, tu parlais des derniers champions. Tous les champions, enfin tous les derniers champions NBA, t'avais une grosse défense, mais putain, offensivement, t'avais des sacrées armes en fait. Ah, mais t'es obligé, oui, d'avoir une attaque. Le seul exemple qu'on a d'une équipe qui a gagné un championnat et qui basait 100% de ses matchs sur la défense, c'est les Pistons de 2004. C'est les Ça fait seuls. bientôt 18 ans, hein, ça fait bientôt 20 ans. C'est les seuls parce que tu avais des défenseurs all-time partout. Tu avais Ben Wallace déjà qui te met de défense, tu avais Rachid qui était à côté, Billups, Hamilton et Prince étaient des monstres défensivement et tout. Et même Billups offensivement, c'était quand même aussi quelque chose. Tu vois, c'était pas non plus le plot, Bien sûr. etc. Il savait mettre des paniers, Rip Hamilton également. Mais c'est vrai que maintenant, tu ne peux plus gagner rien qu'avec la défense. Même les années 90 également, si tu voulais gagner, tu étais obligé d'avoir une attaque aussi fiable. On parle des Knicks comme une grosse défense, mais les Knicks avaient Patrick Ewing, ils avaient John Starks et tout ça avec eux, qui étaient des monstres également offensifs. Bien sûr. Bon, les Bulls, y a pas, voilà, hein, tu avais Pippen et Jordan avec toi, plus d'autres mecs à côté, donc forcément c'était monstrueux. Et les Rockets, qui étaient aussi basés sur une immense défense à l'époque, de leur entraîneur, putain, j'ai jamais le nom, Tomjanovic, je crois que c'était ça. Ben, Brady t'avais Tomjanovic. Hakeem Olajuwon Oui, dedans, quoi. Non, Donc mais bah c'est il te sûr. après, faut et les en deux. plus, c'était surtout la grande force de Houston à l'époque, c'est que c'était un sacré collectif. C'est surtout ça en plus. Et après, oui, ça se résume. Pareil, pour revenir sur le sujet des défenses, vu que tu as abordé le sujet de Détroit et de San Antonio, moi, à cette heure-ci, la plus belle finale que j'ai connue, alors je vais être, je pense, en contradiction avec beaucoup de monde, pour moi, la finale la plus bordante, moi, ça a été celle de 2005. Parce que tu avais une tension qui était au max, toutes les possessions étaient importantes. Et pour moi, c'est un pur kiff, cette finale. Et moi, je considère vraiment que c'est la plus grosse finale, l'une des plus grosses finales, en tout cas, de l'histoire, ça, c'est certain. Mais ça ne m'empêche pas non plus de prendre mon pied avec des matchs où, offensivement parlant, c'est beaucoup plus libéré. Comment ne pas apprécier? Et c'est là la force notamment aussi, on va prendre le cas des Warriors, vu que tu as aussi abordé ce sujet-là, sur la finale, notamment face à Boston. Boston qui est très bonne défense, Golden State qui a été aussi une bonne défense. Et c'est sur ça qu'ils arrivent à dérouler leur jeu. Faut pas oublier que si Golden State arrive aussi à évoluer et à avoir le beau jeu qu'ils ont actuellement, c'est grâce notamment à la défense. Pareil à l'époque avec Kevin Durant, ils avaient une pace qui était hyper rapide, mais pourquoi? Parce que ça défendait très dur en amont et ça Les permettait transitions, justement c'était létal. Ouais, des les relances très transitions et rapides. contre-attaques étaient basées sur ça, hein, de toute façon, à l'époque, hein. Le jeu Oui, des Warriors était basé sur ça. C'est d'ailleurs ce qui leur fait défaut cette année, sans vouloir reparler toujours des Warriors. Mais ce qui va mal en ce moment avec les Warriors, c'est qu'ils ont une très mauvaise défense et que c'est plus compliqué de mettre un panier en faisant une reprise de jeu derrière l'arceau que faire une contre-attaque. Et le jeu des Warriors, c'est basé sur ça pendant 10 ans. Et On joue la contre-attaque. du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que on a vu passer aussi ces débats bon, entre eux, est-ce que ça défend plus avant, plus aujourd'hui, machin. J'ai vu aussi passer est-ce que c'est pas aussi la saison ou l'époque où on a le plus de talent au mètre carré sur un parquet NBA? c'est ça. Bah oui. C'est ça aussi. Tu vois, et en privé avec vous, j'ai pris aussi ce parallèle. Mais quand on voit en fait les autres sports, le but du basketball, c'est de mettre des paniers, quoi qu'il Mhm. arrive.
Le but en soi du basket, c'est pas d'empêcher l'autre de marquer, c'est de mettre ton panier à toi. Donc, dans le sens où dans d'autres sports, quand on prend l'athlétisme, de plus en plus, quand les records tombent, c'est que les niveaux de performance augmentent. Les coureurs, ils courent de plus en plus vite. Les nageurs, pareil. Les sauteurs en hauteur, ils sautent de plus en plus haut. Donc, c'est juste normal que dans un sport comme le basket, où le but, c'est d'abord de mettre le ballon dans le panier quant à la possession, bah, qu'en fait, avec l'augmentation du talent, des entraînements et juste de la science du jeu, tu arrives à mettre plus de points qu'avant. Voilà, après, il y a d'autres facteurs, mais c'est juste, je pense, un fait d'évolution du sport, tout simplement. On tend vers ça. Tout va vers la perfection. Donc, en fait, après, c'est juste un processus naturel pour moi. Et puis, peut-être, moi, ce sera mon dernier argument. Enfin, c'est aussi que, et je crois que c'était toi, Lucas, tout à l'heure qui a abordé le sujet, c'est qu'on est de plus en plus aussi dans de l'analytics, tout simplement. Mm. Tout est maintenant question, et ça va même avec la société actuelle. On peut prendre même le parallèle avec l'informatique, où on est vraiment de plus en plus sur de l'analyse de probabilité. Je peux prendre en parallèle le monde informatique, notamment avec l'informatique quantique, où on est vraiment sur de la probabilité pour du calcul. Bon, bref, je passe le sujet, mais où on va. C'est pareil pour la volumétrie, notamment du shoot à 3 points. Forcément, si tu vas prendre tant de shoot à 3 points, bah à côté, ça va forcément, en termes de rendement, au vu des pourcentages qui évoluent au fur et à mesure et qui sont de plus en plus conséquents, et bah, ça rapporte beaucoup plus de tirer à 3 points que de tirer à 2 points à mi-distance ou en lay-up. Donc forcément, il y a une évolution du jeu qui tend vers ça. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, chacun son avis sur le sujet. Mais c'est l'évolution du basket, c'est comme ça. Et de toute façon, malheureusement, euh, s'il faut être efficace, ça va être comme dans le management, un peu dans le lean, etc. Bah, tu vas aller de plus en plus vers des degrés, enfin vers des niveaux de précision dans tes analyses pour justement exploiter et rentabiliser au max ton apport sur le terrain. Et malheureusement, c'est comme ça. Et donc forcément, tu vas avoir en effet des scores qui peuvent un peu être trompe-l'œil et te faire croire que ça défend pas. Alors qu'en fait, ça défend, c'est juste qu'à côté, on exploite et on exécute beaucoup mieux selon les forces ainsi que les faiblesses de l'adversaire. D'ailleurs, il y a Mathéo du coup qui a mis les premiers résultats du All-Star Game des votes sont tombés. Ah. Et Donc, il y a Kevin Looney dedans. Kevin Looney 10e. Est-ce qu'on Et il y a stream ou Austin pas? Reeves 9e Sérieux. aussi. Aussi, Alors, je suis et- d'accord. mais vous savez ce qui est encore plus scandaleux limite? C'est Vas-y. de voir Anthony Davis 3e avec 2 millions. Enfin bref. Ouais, bon, Et si c'est vous les fans, voulez, quoi. ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut clore ce premier débat. Je sais pas si vous voulez Non, rajouter on a quelque tout chose. dit, ouais. Mais, On a- mais ce qu'on peut faire, c'est genre 10 minutes là en mode All-Star, voir un peu ce qui est tombé, et puis après on continue sur les. Sur. Mince. C'était quoi le deuxième sujet déjà? Alors, Sur le contrat? Les pires le salaires. deuxième débat, c'était quels sont les pires contrats NBA?